Il faut dire qu'en marge des travaux du sommet du G20, le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue brésilien Lula de Silva ont lancé un communiqué conjoint afin de restaurer un partenariat conjoint entre les deux pays, et ceci à la lumière du 100e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Égypte et le Brésil. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Ahmed El-Leissi Nassif, spécialiste en matière de relations internationales. Monsieur Ahmed El-Leissi Nassif, bonjour et bienvenue avec nous. Merci, bonjour à vous, madame. Monsieur Nassif, il faut dire que ce groupement est d'une grande importance et l'adhésion de l'Égypte constitue un pas très important sur la voie de la diplomatie et des relations internationales. Il faut dire à quoi doit-on s'attendre au terme de ces réunions, compte tenu du fait que l'Égypte représente la voix de l'Afrique auprès de ce groupement? Pour commencer avec, c'est très important de souligner l'importance de J20. Tout d'abord, c'est un forum qui représente 75% du commerce international et 85% des GDP des économies globales. Ça veut dire plus ou moins, c'est le poids lourd de l'économie mondiale. Là, la présence de l'Égypte est un signal très important, qui veut dire bien que l'Égypte est un pays assez important, qu'on a été invité pour ce forum, et ça c'est pour la 4e fois. Et notamment, on voit son Excellence le président Sisi, qui était parti là-bas pour représentant l'Égypte lui-même. Donc il n'a pas vraiment délégué cette présence. Et ça nous signale l'importance de la présence de l'Égypte dans ce forum. Son mot dans le forum était assez important parce que son Excellence a lié l'importance que les atrocités qui sont en train de se passer dans la région doivent s'arrêter. Parce que un des objectifs des G20, c'est de réduire la pauvreté dans le monde. Et malheureusement, ce qui est en train de se passer, c'est exactement le contraire, pas de point de vue économique ou pas pour des raisons économiques, mais tout simplement pour des raisons militaires. Donc les atrocités qui sont en train de se passer, qu'on a vécu, on a tous vu à Gaza et maintenant au Liban en plus, ainsi que ce qui est en train de se passer au Soudan, ainsi ce qui est en train de se passer en Libye et au Yémen aussi. Donc là, tout ça, les guerres, elles laissent des familles dispersées, elles laissent des mortels, elles laissent des blessés, elles laissent des handicapés. Donc ça seulement peut aggraver le problème de la pauvreté du monde que les G20 est vraiment en place pour lutter contre. Donc, son Excellence a pris cet angle et il a bien présenté le cas. Donc, vraiment, on ne peut pas parler de la prospérité humanitaire un peu partout autour du monde quand on a une cas de détérioration assez sévère dans notre région. Et le président Sisi a bien présenté ce cas au monde entier. Ce qu'on peut attendre et ce qu'on espère, que on commence par avoir la paix dans notre région. Il y a pas mal de poids lourds industriels et économiques dans ce forum, et je pense que ils sont très convaincus de la position de l'Égypte et aussi de l'appel qu'on fait au monde entier pour que ces atrocités, que cette guerre entre les civils, les femmes et les enfants, que ça s'arrête. Et là, peut-être on peut atteindre ou faire partir dans la direction d'un des objectifs. Il faut dire qu'il y a des défis qui s'opposent au continent face au développement durable. À votre avis, quels sont les défis qui s'opposent au G20, étant donné que les pays développés ont un rôle à jouer
face au Sud? Ben, comme on vient de dire, le premier, il y a 17 points dans le développement durable et le premier, ou le deuxième point si je ne me trompe pas, c'est la lutte contre la pauvreté. Et on a déjà couvert ça. De l'autre côté, on a les défis qu'on a sur le niveau des chauffement global, les changements climatiques et tout ce qui est en train de se passer à cause des productions ou à cause des activités industrielles, surtout des pays industriels. Et on se rappelle tous que au temps du corona, on a vu une amélioration énorme sur cette voie, tout simplement parce que il n'y avait pas assez de production, les gens restaient chez eux, ils ne partaient pas au travail, et on a vu une amélioration très importante. Là, c'est normal que, comme on dit, ceux qui cassent le pot payent la facture. Donc là, ce sont les grands pays industriels qui ont vraiment contribué à ce qui est en train de se passer là. Donc c'est très normal parce que c'est eux qui ont cassé le pot, que eux, ils payent pour le dommagement qu'ils ont causé dans le climat mondial, si vous voulez. Il y a 45 ou 46 pays en Afrique, on voit que leur contribution ne dépasse pas de 4% de ce qui est en train de se passer dans le climat. En revanche, ces pays sont les moins, disons, le moins riches pour qu'ils puissent payer pour les dommagements que les autres pays industriels beaucoup plus riches ont causé. Là, c'est normal que chacun paye sa facture, si vous voulez. Et là, le rôle des pays développés, avancés, c'est de payer pour lutter contre la transformation qu'on a besoin de faire pour lutter contre le chauffement global. Docteur Nance, c'est vous qui êtes spécialiste de relations internationales. Comment peut-on ou à quoi doit-on s'attendre face aux conflits qui sévissent et régissent dans la région et leurs répercussions sur l'économie mondiale? Donc, pour commencer avec l'Égypte et le canal du Suez, à travers qui on a presque 14% du commerce global qui passe à travers le canal du Suez, on est en train de voir que ça c'est complètement arrêté. Donc l'économie égyptienne, par exemple, a eu un coup assez sévère par pratiquement une réduction énorme dans les revenus du canal de Suez. Et en même temps, on a vu une inflation assez agressive dans le coût de transport mondial. Donc là, par exemple, ça, c'est un exemple que comment ce qui est en train de se passer est en train de toucher à tout ce qui est au commerce international. La seule solution, c'est l'arrêt complet de l'activité que on est en train de voir, et c'est très clair qui est derrière ça, c'est très clair qui donne le feu vert pour que tout ça se passe. Donc c'est la volonté politique qui commence par l'Amérique, qui peut mettre un appui pour que tout ce qui est en train de se passer s'arrête. Avant que ça se passe, malheureusement, je ne pense pas qu'on va voir un changement important. On est parti, l'Égypte a joué un rôle très important, a fait des efforts énormes
dans l'objectif de arrêter ce qui est en train de se passer. Mais malheureusement, on vient de découvrir ça, on voit Qatar qui a quitté la table de négociation, on voit, c'est très clair, c'est pas une question de négociation, c'est une question de volonté politique. Sauf que on a cette volonté qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Je pense pas que ça va s'arrêter. Parce que malheureusement, la première cause en ça vont continuer jusqu'à ce que quelqu'un les arrête. On est tous à un très grand risque que la situation devient de plus en plus dangereuse, de plus en plus aggravée, qu'on voit Iran rentrer dans cette guerre, ce qui est en train de se passer, et en plus, peut-être la Turquie aussi, en plus, possibilité de la Syrie. Donc, vraiment, ils ne vont pas rester, les grands pouvoirs, disons, la Russie et la Chine ne vont pas rester en train de regarder ça. Donc, on est vraiment à un risque d'une troisième guerre mondiale. Et je me rappelle bien, Einstein avait un très bon commentaire quand ils l'ont demandé comment ou par quel gendarme la troisième guerre mondiale va prendre place, va être utilisée dans la troisième guerre mondiale. Sa réponse était, écoutez, je ne sais pas, c'est avec quelle arme, mais je sais très bien que la quatrième guerre mondiale va prendre place avec des pierres et des bâtons. Ce qui veut dire que ça risque d'avoir une guerre énorme, une guerre même atomique, que personne ne peut avoir ça, et ça peut être vraiment quelque chose de très grave. Donc on espère tous qu'on n'arrive pas à ce point, on espère que ça s'arrête le plus rapidement possible. On espère que le président Trump, maintenant qu'il va prendre place dans quelques semaines, il va commencer sa présence à la Maison Blanche, on espère que ça va changer ce qui est en train de se passer sur le terrain aujourd'hui. Docteur Ahmed El-Laisi, en fait, le monde à l'heure actuelle parle de partenariat, parle de l'importance de coopérer. Mais à votre avis, est-ce que vraiment il va y avoir, on peut parler vraiment de développement durable et de complémentarité sans changer la dynamique reliant l'Afrique en tant que continent face aux grands pays industrialisés? Est-ce qu'on peut parler de partenariat ou est-ce que l'Afrique va rester toujours une source de matières premières? Comment peut-on vraiment voir la chose? Écoutez, c'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas une réponse directe sur cette question. La seule chose que je peux vous dire, il y a deux pays, un en Afrique, je ne veux pas les nommer, mais il y a deux pays, un en Afrique et un en Europe. Celle qui est en Europe, il possède, si je ne me trompe pas, presque 300 tonnes d'or brut. L'or qu'ils ne produisent pas de l'or du tout. Celle qui est en Afrique est la plus grande producteur d'or brut dans le monde, mais ils n'ont pas même une fraction de ce poids ou de ce chiffre en or brut. Donc, la situation historique qu'on connaisse tous, mais elle est un peu camouflagée, elle est un peu changée d'une façon ou l'autre, que les pays occidentaux ont bien profité des ressources des pays africains. Donc, là, et en même temps, aujourd'hui, on a la plupart des pays africains sont vraiment endettés avec des multiples de leur GDP, qui veut dire tout simplement que ça va leur prendre des siècles et des siècles pour y sortir de problèmes de dette. Est-ce que ça va continuer comme ça? On espère tous que non.
Mais malheureusement, on n'est pas dans une utopie. On n'était pas, le monde est difficile. C'est le pouvoir qui règne. Ce sont ceux qui ont, comme on dit, le règle d'or, c'est ceux qui ont leurs règles. Donc là, on met les règles. Donc là, c'est un peu difficile. Mais on espère, pour le bien de tout le monde, que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui change. Comme je viens de dire il y a quelques minutes, ce qu'on a vu lorsque tout le monde est en train d'essayer de réduire la pauvreté, ce qu'on a vu, c'est le contraire qui est en train de se passer. Quand on avait l'accord de Paris, que tout le monde était d'accord qu'on devrait faire des changements pour réduire le réchauffement global, ce qui est en train de se passer dans le climat, on est en train de voir une détérioration, on est en train de partir dans l'autre côté. Donc là, on est en train de faire face à un discours qui est très différent de ce que se matérialise vraiment sur le terrain. Le discours est très bien, c'est très bon et c'est presque de la musique pour tout le monde. Mais malheureusement, il y a très peu de volonté pour réaliser ce qu'on est en train de parler. Et c'est seulement quand on commence à mettre en place des mesures vraies en place pour que ça se passe comme on est en train de discuter, qu'on va peut-être voir une solution pour le problème qu'on a aujourd'hui. Docteur Ahmed El-Lessi Nassef, vous êtes spécialiste de relations internationales. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Eh bien, le G20, les pourparlers et les communiqués conjoints, une nouvelle perspective, un nouvel horizon, et surtout que c'est à la lumière des célébrations du 100e anniversaire des relations diplomatiques établies entre les deux pays. À tout de suite.